Bonsoir très chers téléspectateurs, il est 19 h, suivant le journal. Progrès notable de l'enseignement supérieur au Tchad. Des écoles doctorales bientôt à la disposition des étudiants. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. L'histoire prend fin pour Aigle Azur. La compagnie aérienne connaît une liquidation judiciaire sur la décision du tribunal de commerce d'Evry. Bilan des activités de l'entreprise en cours d'édition. Nous irons dans les espaces gastronomiques tant appréciés des Ivoiriens, les allocotromes. Quelle en est la rentabilité de cette activité? C'est le dossier entrepreneuriat du jour. De novembre 2019 à juin 2020, se dérouleront les cours du programme LEAD Campus Sustainable Leadership in Africa. Il s'agit d'une formation en management bilingue mise en œuvre par HEC Paris et l'Agence française de développement AFD. L'Université Mohamed VI Polytechnique Maroc, l'UCT et GSB, Graduate School of Business de l'Université Cape Town, Afrique du Sud, et le Fonds de l'investissement. Investisseurs partenaires IEP, ce programme tient compte des réalités du continent africain pour instruire les participants sur les composantes d'une croissance durable, inclusive et responsable en Afrique. L'évolution des fonctions entrepreneuriales clés pour mettre en cohérence les modèles économiques et les enjeux de développement durable s'adresse spécifiquement aux décideurs africains qui souhaitent mettre leur leadership au service de leur continent. Au Tchad, des écoles doctorales ont été ouvertes ce mercredi 25 septembre 2019 selon une annonce des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'innovation et celui de l'éducation nationale et de la promotion civique. Les deux institutions qui seront bientôt opérationnelles permettront au pays de rendre effectif le système LMD, licence master et doctorat, institué en 2019. Par ailleurs, ce sera l'occasion pour les étudiants tchadiens de mener à bien leurs études dans leur propre pays, alors que jusqu'à présent, beaucoup étaient contraints d'émerger, notamment dans les sous-régions. Voulez-vous savoir comment devenir expert comptable? C'est la question posée lors de notre émission Maison sur l'entrepreneuriat, présentée par Emmanuel Bocco, qui recevait M. Photo Noël, expert comptable. Regardez. Alors, quelles sont les normes? Comment se déroulerait cette formation sur cet espace-là précisément? Alors, pour être expert comptable dans notre espace 8 mois, il faut détenir un diplôme soit français, soit le diplôme d'expert comptable de l'UEMOA. Oui. Alors, pour obtenir ce diplôme d'expert comptable de l'UEMOA, si je commence par ce diplôme, nous avons deux cycles. Le premier cycle qui commence du bac jusqu'à la maîtrise ou au master 2. Et après, nous avons un deuxième cycle qui part du master 2, donc du DESCOGEF. Oui. Et à partir du DESCOGEF, on obtient le DECOFI. Mais comment est-ce qu'on obtient le DESCOGEF? Le DESCOGEF, pour avoir le DESCOGEF, il faut avoir une maîtrise à l'université de Cocody ou dans toute autre université reconnue par les CAMES. Et ensuite, il faut aussi détenir un diplôme d'ingénieur en comptabilité en audit dans une université ou une grande école qui est aussi affiliée au CAMES. Et à partir de là, vous faites une demande d'inscription au CESAG. Oui. Donc via la BCAO. D'accord. Okay. À partir de la BCAO, quand vous êtes sélectionné, vous suivez une formation d'une année. Et cette formation-là vous amène à un examen qu'on appelle l'examen du DESCOGEF. Une fois que vous avez cet examen du DESCOGEF, vous êtes maintenant expert comptable stagiaire. D'accord. Alors, quand vous êtes expert comptable stagiaire, vous vous inscrivez dans un cabinet d'expertise comptable reconnu par l'ordre des experts comptables pour un stage de 3 ans. À l'issue de ce stage, vous avez deux obligations. La première obligation, c'est de participer à des formations, 3 formations par an, qu'on appelle des journées techniques. Et ensuite, une fois que vous faites ces journées techniques, là, chaque 6 mois, vous devez produire ce qu'on appelle des rapports d'activité. On les appelle des rapports semestriels ou des études du cas. Quand vous avez produit ces rapports d'activité,
Donc, ça veut dire 2 rapports par an. Au terme des 3 ans, ça vous fait 6 rapports d'activité. Oui. Et 6 rapports d'activité plus 9 journées techniques. Après ces 6 rapports d'activité et ces 9 journées techniques, on vous donne ce qu'on appelle une attestation de fin de stage. D'accord. Donc, pour obtenir l'attestation de fin de stage, vous devez, dans un premier temps, remplir vos obligations en termes de rapport d'activité. Deuxième temps, vous devez valider toutes les heures de formation. D'accord. Voilà. Une fois que vous avez votre attestation de fin de stage, vous pouvez maintenant présenter le diplôme d'expert comptable qu'on appelle le DECOFI. Et le DECOFI, c'est un diplôme qui a 4 épreuves. Donc, on a une épreuve qu'on appelle le grand oral, Oui. une épreuve qu'on appelle l'oral professionnel, une épreuve, enfin, le grand oral ou le mémoire et l'oral professionnel. Exactement, oui. Et ensuite, vous avez l'épreuve d'anglais et l'épreuve écrite. Donc, à l'issue de ça, un jury va délibérer et vous donner le diplôme d'expert comptable DECOFI. De Ouagadougou, le Premier ministre burkinabé Christophe Diabiré recevait le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. Entre autres points élaborés, la configuration des textes de l'Union pour mieux répondre aux besoins de financement des États membres. Plus de détails avec la télévision burkinabé. Convergence de vues entre le Premier ministre burkinabé et le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Au menu des échanges, la situation de l'état d'avancement des réformes entreprises par l'Union monétaire ouest-africaine dans le secteur des marchés financiers. Nous avons passé en revue, bien entendu, l'état du marché financier et la nécessité de réviser un certain nombre de règles qui régissent ce marché, notamment les textes qui organisent le marché, pour lui permettre de jouer pleinement le rôle qui est le sien. Il a beaucoup insisté également sur le chantier que nous avons finalisé en 2017, c'est la création du 3e compartiment de la Bourse régionale des valeurs mobilières qui est dédié aux petites et moyennes entreprises. Et je crois là également, il est d'avis avec nous que ce compartiment pourra apporter beaucoup à nos économies. Au cours de cet entretien, il a également été question de la finalisation de la bourse en ligne qui permet de faciliter l'accès à la bourse aux citoyens de l'Union monétaire ouest-africaine. D'autres chantiers ont également retenu l'attention des 2 personnalités. Nous avons évoqué avec lui la question de la ratification du traité de l'UEMOA qui vient d'être modifié et qui consacre le changement de dénomination du Conseil régional qui s'appelle désormais Autorité des marchés financiers. Les autres points que nous avons évoqués, bien entendu, tournent de manière générale sur la structuration du marché, son organisation et les nouveaux instruments qu'il faut mettre à la disposition des agents économiques. Les opérations irrégulières de mobilisation de ressources constatées dans plusieurs pays de l'Union monétaire ouest-africaine, dont le Burkina Faso, ont aussi fait l'objet d'échanges entre Christophe Joseph-Marie Dabiré et le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union. Sur la question, Mamadou Ndiaye se veut clair, des mesures ont été prises pour protéger les citoyens de l'UEMOA. Le régulateur du Conseil régional appelle à la vigilance du public sur les offres illégales de placement. Du reste, l'autorité de régulation des marchés financiers de l'UEMOA annonce que les victimes seront remboursées conformément aux dispositions des autorités de chaque pays. Attendu depuis septembre 2018, le gouvernement togolais passe enfin à la vitesse supérieure dans le processus de privatisation des banques UTB et BTCI, les 2 banques les plus importantes du pays. Un appel a donc été lancé aux investisseurs intéressés à une éventuelle reprise pour la participation au processus de préqualification de soumissionnaires dans le cadre de la privatisation de BTCI et de l'UTB. Les investisseurs intéressés auront donc jusqu'au 22 novembre prochain pour répondre à cet appel d'offres. C'est la fin pour la compagnie aérienne Aigle Azur. Le tribunal de commerce d'Evry
a décidé le vendredi dernier à la liquidation judiciaire de la deuxième compagnie française après les échecs répétés des différentes tentatives de reprise. Comment a débuté et évolué la compagnie jusqu'à son déclin? C'est le bilan avec Euronews TV. La compagnie aérienne française Aigle Azur, placée en redressement judiciaire début septembre, arrête définitivement son activité ce soir à minuit. Faute de solution pérenne proposée, le tribunal de commerce d'Evry n'a finalement retenu aucune des offres de reprise. C'est la fin d'une histoire commencée en 1946. Créé par un constructeur d'autobus, Sylvain Floirat, Aigle Azur commence son activité avec quelques Junkers 52 d'une trentaine de places. C'est de fait la plus ancienne compagnie aérienne française privée. La Tunisie, le Liban et le Maroc sont ses premières destinations. Basé sur l'aéroport d'Orly, Aigle Azur comptait une dizaine d'appareils dans sa flotte, des Airbus de la famille A320 et des A330. Elle assurait quelques liaisons long courrier vers la Russie, le Brésil, le Sénégal, le Mali et la Chine, mais l'essentiel de son réseau concernait le Maghreb et en particulier l'Algérie. Aigle Azur a transporté l'an dernier un peu moins de 2 millions de passagers. Elle employait 1150 salariés. Le Liban voit son économie battre des ailes avec une dette publique estimée à 86 milliards de dollars. Les effets s'en font ressentir sur la population qui a investi les rues de Beyrouth pour exprimer sa colère. C'est le reportage de France 24. Révolution, c'est ce que scandent ces manifestants. Et beaucoup ont bien envie d'y croire car la situation devient de plus en plus difficile. Par centaines, les Libanais sont descendus dans les rues de Beyrouth. Ces derniers jours, les pressions sur la livre sont la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, même si le gouvernement tente depuis plusieurs semaines de tempérer les craintes d'un effondrement économique et monétaire. Les Libanais sont de plus en plus asphyxiés par la crise. La dette publique culmine à 86 milliards d'euros. C'est le troisième taux le plus élevé au monde après le Japon et la Grèce. L'instabilité politique, l'afflux de réfugiés, répercussions de la guerre voisine en Syrie, ont contribué à l'effondrement de la croissance dans le pays. Le Fonds monétaire international FMI a désormais une nouvelle présidente. Après Christine Lagarde qui avait démissionné le 12 septembre dernier, c'est la Bulgare Kristalina Georgieva qui a été désignée pour le succéder le 1er octobre. Les défis qui attendent la dirigeante sont nombreux. Analyse dans cet élément signé Africa News. Le Fonds monétaire international, le FMI, a nommé une économiste bulgare au poste de directeur général. Kristina Georgieva a été confirmée mercredi. Elle définit sa mission pour ce nouvel emploi. Ma priorité immédiate pour le FMI est d'aider les pays membres à minimiser les risques de crise et à être prêts à faire face aux crises le cas échéant. Pourtant, nous ne devons pas perdre de vue l'objectif à long terme qui est de construire des économies plus fortes. Georgieva est le premier dirigeant de l'institution de Bretton Woods issu d'une économie de marché émergent. La politicienne de centre-droit a grandi en Bulgarie sous le communisme. Elle est actuellement directrice générale à la Banque mondiale où elle a défendu l'égalité des sexes. Georgieva est également considérée comme une leader dans la lutte contre le changement climatique, ce qui pourrait la mettre en contradiction avec la Maison-Blanche. Elle succède à Christine Lagarde qui a pris la direction de la Banque centrale européenne. La nouvelle patronne du FMI entre en fonction le 1er octobre. Qu'est-ce que le CAMES? C'est la question qui a été posée aux populations d'Abidjan par nos reporters. On suit les avis de ce micro-trottoir. Pour moi, le CAMES est une structure qui est chargée de valider certains diplômes au niveau des
des écoles afin de pouvoir permettre aux étudiants qui sont en Afrique de pouvoir aller étudier à l'étranger avec leur diplôme obtenu dans leurs établissements, dans leur pays d'origine. À ce que je sache, le CAMES c'est un groupe d'intellectuels qui authentifie en fait les diplômes au niveau du supérieur. Donc c'est ça le CAMES. Voilà, c'est des professeurs qui ont atteint tous les hauts degrés, voilà, et qui authentifient les diplômes que les doctorants présentent. C'est eux qui les testent et puis bon, qui confirment effectivement que leur diplôme est valable. Bon, pour moi, le CAMES, selon moi, c'est une organisation internationale qui atteste la crédibilité des écoles. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, mais de l'enseignement supérieur, qui sert à donner vraiment la qualification, ou bien donner, ma foi, reconnaître la crédibilité même du diplôme d'enseignement supérieur. Voilà, et s'attache aussi à donner, à pouvoir évaluer les enseignants du supérieur pour pouvoir leur décerner des grades supérieurs dans l'enseignement supérieur évidemment, comme par exemple le doctorat et puis plus. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est une institution africaine. Depuis sa création, plusieurs missions ont été assignées au CAMES, entre autres, assurer la promotion et favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres, instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres, collecter et diffuser tout document universitaire ou de recherche, préparer les projets de convention entre les États concernés dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et contribuer à l'application de ces conventions. Coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. En 2011, au thème de la 28e session du CAMES, le professeur Bertrand Mbachia était élu secrétaire général en remplaçant du professeur Mamadou Moustapha Sall. Alors maintenant, dans l'univers gastronomique ivoirien, les allocodromes, vous en avez certainement entendu parler, ces espaces ouverts où l'on peut retrouver les spécialités ivoiriennes sont parmi les plus prisés de la population. Comment les acteurs de la filière arrivent à se faire du profit tout en répondant aux attentes de leur clientèle? C'est le dossier entrepreneuriat du jour. Lieu de restauration couvert, installation acceptable, service minimum d'hygiène. Pour beaucoup d'Abidjanais, les allocodromes sont des destinations privilégiées de restauration. On y trouve de tout, en tout cas pour ce qui est de la gamme de recettes les plus connues de la culture gastronomique ivoirienne. De la tické au poisson au foufou, en passant par le foutou, encore connu sous l'appellation de pain de banane, les masses de clients qui s'y déportent au quotidien ne chôment pas dans le choix des plats. Dans cet allocodrome situé au quartier du Plateau de Cuy, l'ambiance est la même aux heures de déjeuner. L'affluence est constamment au rendez-vous et le défi pour les restaurateurs est de réussir à maximiser ce niveau élevé de fréquentation dans la production de bénéfices. Là-dessus, chacun y va de son génie. Et les différences se jouent notamment au niveau du rapport qualité-prix. Si le constat général est que les prix que proposent les allocodromes sont nettement plus élevés que ceux pratiqués dans les rues, bon nombre de consommateurs préfèrent placer le confort en avant dans leur alimentation. J'ai l'habitude de venir manger dans ce marché et tous les plats que j'aime, ça se trouve ici, c'est pour ça que je suis là. La réalité derrière ces différences de prix, c'est la taxation globalement lourde imposée par les services municipaux. Non seulement la location des places coûte cher, mais les redevances journalières et les exigences en matière de normes d'hygiène ne facilitent pas la tâche aux commerçants dans la prise en compte des réalités financières locales. Malgré tout, le succès des allocodromes ne s'étiole pas et le concept continue de s'étendre à Abidjan et dans les localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Avant de refermer ce journal, faisons le point sur le cours du franc CFA sur le marché des devises.
Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, même heure.